Bon, nous avons parlé de la ville de Marseille et aujourd'hui nous recevons la visite de Mathieu, le fiancé de Romy, qui va parler de Nice, sa ville natale. Très bien. Donc, j'ai fait quelques slides pour vous montrer différents aspects de la ville. Alors, on appelle ça, la ville s'appelle Nice, N-I-C-E, c'est l'orthographe française, mais il s'avère qu'à Nice, on a un dialecte qui est assez proche de l'italien, et on appelle ça, nous, les Niçois, Nissa, et c'est Nissa la Bella. Okay? Nissa la Bella. C'est le nom qu'on donne à la ville, comme Salta la Linda, Nissa la Bella. Okay? Donc, je vous ai mis là quelques informations. Donc, Nice, c'est ici en bas, très proche de l'Italie. La région, qui est cette partie-là, vous savez que la France est divisée en régions, okay? Et chaque région est divisée en départements. Donc la région s'appelle Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'est toute cette partie-là. Okay? Et le département s'appelle les Alpes-Maritimes. Les Alpes comme la montagne, la chaîne de montagnes, qui est à peu près à ce niveau-là, okay? Et qui descend quasiment jusqu'à la mer Méditerranée. Donc cette partie-là s'appelle les Alpes-Maritimes, puisque il y a la mer et il y a la montagne. C'est un mélange des deux choses. Alors Nice, c'est une ville, pour vous, petite, puisqu'il y a seulement 350 000 habitants, dans ce qu'on appelle la municipalité, mais dans toute la zone urbaine, il y a environ 1 million d'habitants. Donc c'est une ville petite, moyenne, on va dire, pour la France. Le climat, c'est un climat méditerranéen. Les Niçois, nous disons nous avons 300 jours de soleil par an. Je ne sais pas si c'est exactement vrai, mais il fait tout le temps beau à Nice. Ça, c'est la réalité, il fait très beau. C'est un climat très agréable pour y vivre. Alors, comme je vous le disais, nous avons un dialecte qui s'appelle le niçois, ou on dit aussi nissart, qui fait partie du groupe des langues d'oc. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça en France. Bon, c'est un dialecte qui est très peu utilisé, quasiment pas utilisé. Mais on est très fiers de notre dialecte. Moi, je ne sais pas le parler, par exemple. Okay. Alors, bon, ça c'est la promenade des Anglais au 19e siècle. À l'époque, il y avait un casino sur la jetée, ce qu'on appelle la jetée, qui est en fait une avancée sur l'eau, qui avait été construit en 1850, je crois, 82, et qui a été détruit par nos amis allemands pendant la guerre en 1944. Donc il a disparu, maintenant il n'existe plus. Alors un autre emblème de la ville, c'est l'hôtel Negresco, qui est un palace, un hôtel très connu. Donc là on a une jolie vue de la promenade des Anglais, qui fait 8 km, je crois, de long. Et un autre, quelque chose de très typique, ce sont les chaises bleues. Sur la promenade des Anglais, donc sur cet endroit, la mairie de Nice, a mis à disposition des centaines et des centaines de chaises bleues qui sont toujours emblématiques de Nice. Et que personne n'a volé. Elles sont à disposition et les gens ne les volent pas. Bon, on va faire une par une. J'ai une idée. Je vais les effacer au fur et à mesure. Nice, comme je vous ai dit, c'est dans le département des Alpes-Maritimes. Donc il y a la montagne et la mer. Et ça, c'est un très bon exemple de la vue de la ville, en fait, qui est ici, avec les montagnes enneigées derrière. Si vous voulez aller skier depuis Nice, en 1 heure, 1 heure et demie de voiture, vous êtes sur les pistes de ski. C'est très sympa. Comment il s'appelle le stade? Le stade Allianz Arena. Ah, ok. Oui, Allianz Riviera. Allianz, c'est c'est la société d'assurance, la compagnie d'assurance.
payé, ça a été financé par une entreprise privée. Ça, c'est ce qu'on appelle la colline du château. Alors, colline, pourquoi? Parce que c'est un grand rocher, en fait, on l'appelle le rocher également, qui est au-dessus du port. En fait, le port est à ce niveau-là. Ça, c'est le monument aux morts de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et nous appelons cet endroit la colline du château, mais il n'y a plus de château. Ça, c'est le vin de Nice qui s'appelle le domaine. Vous savez qu'en France, on ne parle pas du type de raisin, cépage. Okay. Nous parlons en appellation d'origine contrôlée, AOC. Okay. Donc l'AOC de Nice, ça s'appelle le domaine du Bélier. BE2LET, je l'avais écrit, mais bon, on ne le voit pas. C'est pas un très bon vin. Il est très cher, parce qu'en fait le domaine est très petit, donc il y a très peu de production, donc ce qui fait augmenter le prix. Mais le seul qui est à peu près bon, c'est le rosé. Celui-là, il est mais si vous voulez un bon vin, en général, le Nice, c'est pas très connu pour le vin. En revanche, c'est connu pour les blancs. Alors ça, en l'occurrence, ce sont ce qu'on appelle les farcis. Farcis, ça veut dire recheno. Ce sont des légumes, tomates, courgettes, pommes de terre, poivrons, oignons, champignons, aubergines, tous les légumes qu'on appelle nous du soleil, des légumes typiquement méditerranéens, dans lesquels on fait une farce avec de la viande, de la chapelure, de l'ail, beaucoup d'ail, du persil, etc. Ça c'est très bon. La pisse saladière. La pisse saladière, ça s'écrit comme ça. En fait, c'est une tarte aux oignons. C'est comme si c'était une pizza, mais avec que des oignons, caramélisés. Et une espèce de crème de poisson. C'est un peu bizarre. C'est un mélange entre des oignons avec une petite touche de mer, de poisson, et c'est servi généralement avec des anchois dessus. Et c'est très très bon. Et alors, une autre chose que j'ai oubliée, je ne sais pas pourquoi je l'ai oubliée, c'est incroyable, mais je l'ai oubliée, c'est la socca. Oui, parce que nous aussi. Exactement. Alors, figurez-vous qu'à Nice, nous avons une spécialité qui s'appelle la socca. S-O-C-C-A. Socca. C'est principalement de la farine de pois chiche. C'est une espèce de crêpe de farine de pois chiche. Donc c'est salé. Pois chiche, c'est garbanzo. Okay. Et en fait, quand je suis arrivé en Argentine, je me suis rendu compte qu'ici vous avez la faina. Et moi j'étais persuadé que personne ne connaissait la socca. Alors qu'en fait ici vous avez la faina qui est très similaire, sauf que la socca est très fine et beaucoup plus croustillante. Ok? Et à mon avis bien meilleure. La première chose c'est de quoi on parle quand on parle des immigrants. Si on parle des immigrants récents, entre guillemets, qui viennent des Balkans ou qui viennent de Syrie actuellement, ou Libye, etc., où ça c'est un problème qui est général à toute l'Europe actuellement, puisque ils fuient la guerre, principalement, donc ils essaient de rentrer en Europe. Donc on a le cas en Italie, aux portes de la Hongrie, en Allemagne, dans toute l'Europe. Maintenant la France, l'histoire de la France c'est un pays colonial. C'est un pays qui a colonisé une bonne partie de l'Afrique, qui a colonisé une bonne partie des Caraïbes, qui a eu son époque de gloire en Amérique du Nord également, qui a finalement très peu d'influence en Amérique latine. Ils ont uniquement la Guyane française, mais bon, ils sont plus présents dans les Caraïbes. On a été présent en Asie avec l'Indochine, actuellement le Vietnam, le Laos, etc. Donc c'est un pays qui est extrêmement colonisateur par définition. Alors forcément, quand tu es un pays colonisateur,
au bout d'un moment, les gens des colonies viennent chez toi. C'est logique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Actuellement, en France, tu vas à Paris, et à Paris, c'est très flagrant à Paris, dans le métro, par exemple, tu as des blancs, tu as des blacks, des noirs, tu as des arabes, tu as des asiatiques, tu as des indiens, tu as vraiment un melting pot de la plupart de ces gens-là, ils sont nés en France, ils sont français, comme on dit. Mais effectivement, la société française a un problème au niveau de l'intégration de ces gens-là, parce que la plupart des immigrés sont des fils d'immigrés, certaines fois c'est la 3e ou la 4e génération. Donc leurs parents ont eu un peu de mal à s'intégrer, mais ils sont venus, ils ont beaucoup travaillé pour la France. La 2e génération s'est à peu près bien intégrée dans la société, et là on est face à des générations qui ont beaucoup plus de mal à s'intégrer et qui rejettent un peu le modèle français. Le carnaval de Nice, c'est le plus gros carnaval de France, qui a lieu en février. Il y a des gens qui viennent de la France entière, même de l'Europe, peut-être même du monde, je ne sais pas, pour voir. Alors, comment ça se passe? C'est le même principe que tous les carnavals. Les gens font la fête. Il y a ce qu'on appelle des chars, qui représentent des personnages. Okay. Donc ça, c'est le roi du carnaval. Ensuite, il y a la reine du carnaval. Et ensuite, il y a différents types de chars, de représentations, okay, qui sont assez bien faits. Et la tradition veut qu'ensuite le roi soit brûlé dans la mer. C'est-à-dire que le roi, on le jette à la mer et on le brûle. Mais les carnavals, c'est comme une espèce de manifestation sociale, ou comment se dit, Les chars. Les chars, il y a un significat particulier ou... Honnêtement, je ne sais pas. Je sais que chaque quartier, c'est un peu comme au Brésil, chaque quartier a son char, représente son char. C'est généralement caricatural, donc des fois ce sont des personnages publics qui sont caricaturés, mais... Et sinon des histoires, non? Des histoires qui sont racontées à partir des chars. Exactement, c'est ça. Ce sont des représentations symboliques qui racontent une histoire, effectivement. Si je voudrais, par exemple, voyager à Nice en été, je ne peux pas faire du ski là-bas. Non. Non. Mais tu peux aller dans les stations de ski, faire de la randonnée, du trekking, c'est très joli aussi. Du vélo. Voilà. Il n'y a pas de glacier à cet endroit. Tu as un glacier plus dans les Alpes du Nord, vers Chamonix et ces endroits. Et la haute température? La plus haute température en été, il doit faire 38 degrés, 37, 38 degrés, 40 degrés. Il fait très chaud. Tu as oublié une chose, la plage est totalement différente parce qu'il n'y a pas... Comment ça dit, arena? Du sable. Il n'y a pas de sable. Il n'y a pas de sable. Alors, la plage de Nice, elle est moche, elle n'est pas belle. C'est pas le meilleur endroit pour aller à la plage, non, vraiment. Parce que ce sont des pierres qu'on appelle nous des galets. Ce sont des grosses pierres qui sont érodées par la mer et qui sont rondes. Ça fait pas mal quand on marche, mais par contre, c'est pas très agréable et c'est pas très joli. Alors pour aller dans des plages jolies, il faut aller soit vers Saint-Jean-Cap-Ferrat, soit de l'autre côté vers Cannes. Mais à Nice, non. Sachant que dans toute la Méditerranée, les plages sont très différentes des plages que vous connaissez ici, qui sont très grandes, avec des marais et puis beaucoup d'espace. Dans la Méditerranée, c'est principalement des petites criques, qu'on appelle des criques, des calanques à Marseille, où c'est beaucoup plus sauvage, où il y a moins d'espace, où des fois il faut un peu escalader pour y arriver, et où
Ou si tu as de la chance, tu vas pouvoir trouver une pierre d'à peu près cette taille-là, tu vois, comme ça, pour mettre ta serviette. Et c'est voilà, des plages un peu plus petites, mais qui sont très jolies. C'est plus sauvage. Qu'est-ce qui te manque de France? Qu'est-ce qui me manque? Principalement la gastronomie et le vin. Parce que j'arrive pas à trouver les ingrédients que j'ai là-bas. C'est logique. J'adore la cuisine argentine, hein, mais c'est vrai que moi qui aime beaucoup cuisiner, par exemple, j'ai du mal à trouver les ingrédients. Ensuite, donc ça c'est une chose. Ensuite, oui, le fait que ici je n'ai pas forcément accès à la montagne et à la mer facilement. Mais ça c'est vraiment à cause de Buenos Aires. Si je vivais à Bariloche, ça serait différent. Donc c'est vraiment parce que j'ai choisi de vivre ici. Et après évidemment, le manque. Au début j'ai eu beaucoup de mal avec le manque de formalisme dans le monde professionnel notamment. Après, je me suis habitué. Maintenant, au contraire, je trouve ça intéressant. Mais le fait que tout soit un petit peu mal organisé de manière générale. Que tout soit le trafic, que les gens ne respectent pas. Quand on est européen, on a une certaine notion des règles. Et quand on met une règle, généralement, c'est parce qu'il faut la respecter. Bon, ici, c'est un peu différent. Mais bon, après, on s'habitue. Hein. Moi, j'aime aussi ce côté latino, justement. Il y a différentes formes, différentes manières de prononcer selon la région. Ah oui, il y a des accents, bien sûr. Oui, ouais, bien sûr. Comme ici, tu as l'accent cordobais et l'accent. j'ai bien Oui, nous avons des accents, mais c'est vrai que la prononciation du français est difficile. Principalement parce qu'en plus, on rajoute des lettres qui ne servent à rien, qui ne se prononcent pas, des lettres muettes. Oui. Et donc c'est vrai que c'est difficile, puisque quand tu le lis, automne, moi je ne dis pas automne, je dis automne. Et le M, par exemple, ne s'entend pas. Qu'est-ce qu'on peut voir? Daigne, par exemple, que tu daignes m'appeler. Je ne sais plus où c'est. Daigne. C'est bizarre, daigne. Daignes. C'est parce qu'en espagnol, on prononce tous comme les Parce en qu'en français. français, exactement. Et je pense que c'est la plus grosse difficulté du français, puisqu'après, la grammaire est relativement similaire, je pense, à l'espagnol. Il y a des différences, mais ça reste une même base. Les conjugaisons, il y a beaucoup de verbes irréguliers, mais après, c'est une question d'apprendre. Il faut les apprendre, il faut les lire. Et l'autre chose, la complication, c'était l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux. Ça, c'était la faute. Ça, c'est compliqué. Et en plus, nous avons beaucoup de particules de pronoms qui se mettent, qui se baladent un peu au milieu, avant, après. Le ne pas, ne pas. J'ai la sensation que beaucoup de. Je pense que c'est assez spécifique chez les hispano-hollandaises. C'est que vous oubliez souvent pas. Parce que vous dites ne, mais vous oubliez le pas. Et c'est très très important. C'est hyper important parce que sinon ça ne veut rien dire et nous on ne comprend pas. En fait. Nous on attend le pas. Et si on n'entend pas le pas, du coup, par exemple, le vin, vous avez le vin, ok? Donc ça c'est vino. Oui, je commence toujours par celui-là en général. Ensuite vous avez 20. 20. Ensuite, vous avez quelque chose de 20. Ah, Ça, c'est quelque chose. Bah, et tous ces mots-là, ils se disent 20. Et je pense que c'est aussi. J'avais un autre exemple. Et après, vous avez vent.
Alors par exemple, veine, Vin, le féminin de vin, c'est veine. Ok? Van. Una acción van. En mano. Ok? Donc veine, et veine, et ça c'est la vena. Oui, sein, le féminin, Sein, scène, au sein de quelque chose. au sein de quelque chose, exact. Mais des mots où il y a 3 ou 4 prononciaires derrière lui. Et il a un style vraiment un peu original. Il joue beaucoup sur la guitare acoustique. Il a un jeu très particulier et ses paroles sont très poétiques. C'est à mon sens, un des paroliers, un des chanteurs français qui fait lui-même ses paroles, pas seulement un interprète. Un parolier qui est extrêmement doué. Il a un style poétique vraiment très, très, très bon. Et des fois, c'est assez. D'ailleurs, il fait des chansons un peu amusantes. Voilà, c'est assez joli. Donc, je crois que Romina avait imprimé les paroles. Je ne sais pas si elle parce qu'elle s'est échappée au moment où elle devait rentrer. Ouais, ça. Et puis, bah, je vais. Bravo.
Pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson? Alors j'ai choisi cette chanson parce que, premièrement parce que c'est l'automne, et que c'est une chanson de saison, finalement. Et ensuite parce que je la trouve jolie, elle est, je pense, facile au niveau des paroles. Et puis j'aime beaucoup cet artiste. Elle vous a plu? Oui. Très bonne chanson. Ouais, ça vous plaît? Oui, Moi je vous conseille d'écouter Tété. Il fait des trucs super sympas. Et nous avons écouté un rappeur. Un rappeur. Un rappeur. Oui. Comment ça? Abdel Malik. Abdel Malik. Ah oui. Je connaissais pas. Bon, c'est un super exposé. Tu as très bien exposé. Formidable, félicitations. Bravo.